à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire un nouveau bilan de cette fin de saison 2022 de cyclisme sur route. Et aujourd'hui, nouveau classement, nouveau top 10, on va attaquer les sprinteurs pour ce top 10. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre propre top 10. N'hésitez pas à me dire « Ah bah tiens, moi j'aurais pas mis lui à telle position ». Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en rajoutant la petite cloche. Et puis, si vous trouvez que YouTube vous fait des petites feintes avec les vidéos, n'hésitez pas à aller voir directement sur la page de la chaîne. N'hésitez pas également à aller voir sur TikTok, sur Spotify UPS 2.0. Sur TikTok en ce moment c'est calme, mais retour TikTok, déjà peut-être avec les sports d'hiver, on en parlera de temps en temps, mais aussi avec la Coupe du Monde de football, dont on parlera sur la chaîne YouTube, mais également sur TikTok. Et on commence tout de suite cette vidéo, les sprinteurs, le top 10 des sprinteurs, avec des nouveaux noms. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de coureurs qui ont moins de 25 ans dans ce classement et des nouveaux noms qui sont très très bien classés, vous allez le voir, des leaders qui ont peut-être un petit peu flanché cette année. On garde quand même quelques tauliers, il y a un ou deux revenants. Enfin voilà, un bon petit top 10. On commence tout de suite, la tradition oblige, par le concurrent en 10e position. Le 10e de ce classement, Dylan Groenewegen, ou Groenewegen à la française, qui est de retour, Dylan Groenewegen, belle année chez Bike Exchange. L'air australien lui a fait du bien au coureur néerlandais, parce que c'est vrai que sa dernière année chez Jumbo avait été compliquée. On rappelle qu'il a eu depuis l'accident avec Jacobsen, ça avait été compliqué, presque plus que pour Jacobsen, qui était déjà revenu l'année dernière. C'est vrai que Groenewegen avait eu notamment un Giro qui n'était pas facile, avoir une équipe qui était, il faut le rappeler, quand même pas excellente du côté de la Jumbo-Visma, mais il n'avait pas eu d'excellents résultats en 2021. Ça avait été un petit peu compliqué pour le coureur belge, et il change d'équipe en arrivant chez Bike Exchange. Bike Exchange qui avait besoin d'un vrai sprinter. Ils ont Michael Matthews, Caden Grove, on ne savait pas encore quel niveau il allait avoir, donc il avait besoin d'un sprinter vraiment qui avait déjà pas mal d'expérience, et ça a matché très vite en fait. Avec l'équipe Bike Exchange, des fois quand vous changez d'équipe, que vous changez de poisson pilote, enfin voilà, vous changez, parce que lui il n'est pas venu avec une partie de son équipe, contrairement à ce qu'a fait notamment Sam Bennett. Lui il est passé avec un changement quand même pas mal d'équipes, et ça s'est passé assez vite, plutôt bien, notamment sur le Saudi Tour. Alors le premier sprint du Saudi Tour, il finit 12e, c'est pas top, mais il enchaîne avec 2 victoires sur cette course là. Sur l'UAE Tour, c'est un peu moins bien, avec une 4e et une 7e place. Deuxième de la classique de Bruges de Panne, enfin l'ancien de Panne Tour. Et puis derrière, il enchaîne. Alors il enchaîne surtout à partir du Tour de France, parce que c'est vrai qu'avant le Tour de France, les résultats étaient bons, mais pas suffisants par exemple pour entrer dans le top 10 de ce classement. Et puis il a commencé à enchaîner les résultats grâce à sa victoire sur le Tour de France et sa 2e place du côté des Champs-Élysées. Une victoire également sur le Tour de Norvège, 2e place du Grand Prix de Fourmies, 3e du championnat des Flandres, enfin du Kampioenschap van Vlaanderen. Du Goikse Prijs, il prend également la 5e place. Umloot van Tlen, 3e, 2e de Paris-Cheny, 7e du Sparkassen, enfin du Tour du Münster. Le Tour du Münster cette année c'était quand même assez atypique au niveau du final. Chaque année je crois que c'est assez le bordel au niveau du final. Et puis il a fini avec une 3e place au mémorial Rik van Steenbergen. Donc plutôt une belle saison avec des victoires. Alors, certes, c'est pas encore le Groenewegen de la grande époque de la Jumbo qui collectionnait les victoires, mais je trouve qu'il a progressé notamment dans sa capacité à passer les côtes.
dans sa capacité à passer la montagne. Alors c'est pas Wout van Aert, on est tous d'accord là-dessus, mais il a quand même progressé dans ce domaine-là. Pour le cours belge, deuxième, donc pour le cours néerlandais, donc on rappelle deuxième du côté des Champs-Élysées, vainqueur du côté de Zonderborg. Et je trouve voilà, qu'il a fait une année intéressante. Il faudra le faire peut-être encore mieux l'année prochaine, parce qu'il est quand même très très bien payé du côté de la Bike Exchange, surtout qu'il va y avoir la concurrence avec Caden Grove, qui progresse, Caden Grove. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Et on rappelle qu'il a encore 2 ans de contrat avec Bike Exchange, mais c'est quand même le retour de Dylan Groenewegen, qui prend donc la 10e place de son classement. On passe au prochain candidat. Plutôt prochain coureur que prochain candidat. Comme d'habitude, on ne sait pas faire les transitions. Avec Christophe Laporte. Alors Christophe Laporte, on en a déjà parlé lors du top 10 des Bleus, où il a pris la première place de ce classement. Je l'ai mis derrière un autre Français, mais vous allez voir, je vais m'expliquer là-dessus. Christophe Laporte, quand on lui a donné les clés du camion, il s'en est très bien servi. C'est-à-dire qu'il a eu un rôle d'équipier pour Wout van Aert, mais il a eu un rôle de leader. Il gagne l'étape du Tour de France quand on le met leader. Il gagne l'étape sur Paris-Nice quand on le met leader. Il gagne le Tour de Danemark quand on le met leader. Il gagne Binche quand on le met leader. Il finit vice-champion du monde quand il se retrouve leader de l'équipe de France du côté des sprints. Donc il fait une très bonne saison. Et on voit également la particularité chez Jumbo, seulement 55 jours de course. Il a assez peu couru. De toute manière, il a commencé que fin février. Nous, on se souvient, la Cofidis, il commençait beaucoup plus tôt ses saisons. Alors, c'était aussi faisable parce que cette année, en janvier et février, il n'y avait pas de course World Tour importante, ce qui, à part fin février, ce qui n'est pas le cas l'année prochaine, où il y aura notamment le Down Under. Donc, Jumbo en a profité pour commencer plus tard sa saison, mais il a quand même fait du bon boulot. 8e de Kuurne-Bruxelles-Kuurne en sortant dans le final, vainqueur de la première étape de Paris-Nice, 3e de l'étape d'Orléans où il lance le sprint pour Wout van Aert, 2e place sur Gambé-Guelgem et le Grand Prix E3, 9e du Tour des Flandres. Il a fait également 6e et 3e. 3e de l'étape de Calais, 6e à Zonderborg, 1er à Cahors, donc sur cette étape du Tour de France, 4e du classement par points du Tour de France, du classement du maillot vert, alors qu'il était lanceur de Wout van Aert, 3e sur l'étape contre la montre du côté du Tour de Danemark, vainqueur de la dernière étape où il prend le général, et puis vainqueur également de Binche où il sort à 12 km de l'arrivée. Ça a été une bonne année pour Christophe Laporte. Pourquoi je le mets que 9e, vous allez me dire? Mais parce que parfois il a gagné sans véritablement être sprinter, qu'il n'a pas énormément de victoires sur la saison, même si ce sont des belles victoires, parce qu'il a eu un rôle également de poisson pilote, mais qu'un poisson pilote finisse dans le top 10 de ce classement, ça montre quand même la réelle très bonne saison de Christophe Laporte. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas ne pas mettre Christophe Laporte dans ce classement, pour moi, des meilleurs sprinters, vu ce qu'il a réalisé, notamment sur l'étape de Cahors, où il fait un sacré numéro, ou encore une fois sur Paris-Nice aussi, où il fait un sacré numéro au sprint. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Christophe Laporte à cette 9e place. On passe tout de suite au numéro 8. Coureur numéro 8, Biniam Girmay. Biniam Girmay qui a fait une très bonne saison aussi. Alors vous allez me dire, je mets Biniam Girmay, on est à la limite entre puncher, sprinter. Mais c'est toute la complexité maintenant du cyclisme moderne, c'est que les sprinters ne sont plus seulement des purs sprinters, ils sont souvent en laisse sur d'autres terrains, et que donc on est obligé, de changer un petit peu notre manière de concevoir les choses. Biniam Girmay n'est pas un pur sprinter, mais c'est un coureur qui a été bon dans les sprints, je pense notamment à Gambé-Guelgem où il fait un beau sprint, notamment devant Christophe Laporte, sur le Tour d'Italie, où il prend notamment la 4e place à Balaton-Fured. Certes très bon à Jesi lors de sa victoire d'étape. C'est un coureur qui a été performant sur une grande partie de la saison. C'est pas
une révélation parce qu'on connaissait déjà son talent quand on l'avait vu chez Delco. Là, il a confirmé que ça pouvait tenir toute la saison. Il a été intelligent aussi, un petit peu comme Christophe Laporte, 55 jours, 56 jours de course là pour Binyam Girmay. Il a vraiment fait une bonne saison, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait trop de jours de course, il s'est bien ménagé, il a fait une grosse pause, notamment on se souvient de cette pause après Gand-Wevelgem, où il s'est arrêté pendant quasiment un mois complet, où il est reparti chez lui en Érythrée à ce moment-là. Je pense que ça lui a fait le plus grand bien. Et ensuite, derrière, très bon Tour d'Italie jusqu'à l'affaire du Prosecco dans l'œil. Ensuite, encore une fois, un mois de pause qu'il a, je pense, n'était peut-être pas forcément prévu. Où il reprend champion du contre-la-montre d'Érythrée. Sur le Tour de Wallonie, finit deuxième à Rochefort fin juillet. Troisième du Grand Prix de Québec, deuxième du Grand Prix de Wallonie, quatrième du Tour du Doubs. Alors sur les championnats du monde, ça s'est un peu moins bien passé avec la 54e place. Sixième également de la Bretagne classique du côté de septembre-août. Donc voilà, il a fait vraiment une saison très intéressante, Binyam Girmay, avec 2 victoires en World Tour. Sa première victoire sur un grand tour également. Donc ça s'est vraiment bien passé pour le coureur érythréen pour sa première participation sur un grand tour. Et surtout, il a bien récupéré quand même de ses 10 jours sur le Giro. Donc moi je trouve qu'il a fait vraiment une très belle saison. 22 ans seulement aussi, on a l'impression qu'il est là depuis des années, Binyam Girmay, mais il est là, il a que 22 ans, donc c'est vraiment extrêmement prometteur pour l'avenir. Et Intermarché a bien fait de le conserver pour l'année prochaine. Intermarché qui retrouve le co-sponsor Circus, donc maintenant l'équipe s'appellera Intermarché Circus Vanti Gobert Matériaux. Non, parce qu'on a enlevé Gobert Matériaux dans tous les noms de l'équipe, mais ça sera Intermarché Circus Vanti pour l'année prochaine pour cette équipe qui a beaucoup trop de noms et beaucoup trop de sponsors sur le maillot. C'est un peu le foutoir, le maillot d'Intermarché. Mais ça a été une très très belle saison pour l'équipe belge et pour Girmay, qui a participé à la réussite de cette équipe sur la saison. Et encore une fois, il a fait vraiment de très très beaux résultats. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la victoire à Gand, elle a un impact énorme sur le cyclisme international. Il aurait pu ensuite prendre le boulard, complètement explosé, mais pas du tout. On l'a vu notamment faire poisson pilote également pour Alexander Kristoff. Je pense à la classique de Francfort. Donc voilà, il n'a pas pris le boulard, il a réussi à se remettre en question. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne saison qu'a fait Girmay cette année. On passe tout de suite au concurrent et au coureur qui est classé en 7e position. 7e position pour Arnaud Démare. Alors, vous allez me dire, je suis complètement bourré parce que j'avais mis Christophe Laporte vainqueur du côté des Bleus et Arnaud Démare 3e dans ce classement. Pourquoi je mets Arnaud Démare là devant Christophe Laporte? Déjà parce qu'on parle de sprinter. Et pour moi, en tant que sprinter, Christophe Laporte a fait une moins bonne saison qu'Arnaud Démare, même s'il a fait une très bonne saison. Pour moi, Arnaud Démare a fait encore une excellente saison en tant que sprinter. 3 victoires quand même sur le Tour d'Italie, c'est pas négligeable. Vainqueur de Paris-Tour, une nouvelle fois. Vainqueur du Grand Prix d'Isberg. Vainqueur d'une étape sur le Tour de Pologne et le classement par points de cette même course. Vainqueur d'une étape sur la route d'Auxigné-Tadny. 6e les championnats de France quand même. Et il a fait quand même pas mal de top 5 également, notamment sur la première partie de saison, deuxième notamment à Terni sur Tirreno Adriatico, qui était peut-être le sprint le plus nickel sur Tirreno Adriatico. Je trouve qu'il a fait vraiment une très très bonne saison. Il a bien mené sa barque sur le Giro, avec une équipe où on a senti des ajustements, des changements, des transformations dans cette équipe Groupama au niveau des sprints, qui vont se poursuivre encore l'année prochaine avec l'arrivée de jeunes dans son train. Il va falloir qu'il s'adapte à ces changements, mais je trouve qu'il a pris beaucoup d'expérience, qu'il a vraiment progressé, notamment son sprint au Tour de Pologne quand il gagne sur l'étape numéro 7, il gagne sans un train de qualité, et je trouve que parfois il a réussi à s'en sortir sans que le train
fasse un bon travail, où le train parfois faisait des erreurs, et il arrivait quand même à rattraper les erreurs de son train, ce qui montre déjà un coureur qui est en confiance, et ça montre un coureur qui a maintenant de l'expérience et qui sait gérer toutes ces situations-là. Je trouve également ce qui est très fort avec Arnaud Démare, c'est qu'il a quand même 31 ans et ça fait depuis 10 ans qu'il est au plus haut niveau et qu'il a rarement fait des mauvaises saisons. C'est-à-dire, il y a eu des saisons un peu moins bonnes pour Arnaud Démare, je pense notamment l'année dernière où c'est un peu moins bien, mais il arrive toujours, l'année dernière il remporte Paris Tour, il arrive toujours à s'en sortir sur une course, sur deux courses, et à faire 5-6 victoires sur l'année. Alors on lui reproche toujours de ne pas battre les meilleurs, c'est vrai que sur le Giro il n'y avait peut-être pas forcément Jacobsen, il n'y avait pas non plus Wout van Aert, mais il arrive toujours à gagner quand même 6, 7, 8 courses par an et ça fait 10 ans que ça dure. Et je trouve que la longévité d'Arnaud Démare au plus haut niveau, elle est quand même assez excellente. Et c'est bien ce qu'il fait aujourd'hui Arnaud Démare, mais c'est un mec qui bosse énormément, qui vit cyclisme. Il a une passion pour ce sport qui est assez énorme. C'est peut-être pour ça qu'il arrive à tenir dans la durée. Et on espère qu'il va continuer encore jusqu'à 35, 36 ans, 37 ans, comme Cavendish, qu'il atteindra les 100 victoires en carrière. Ça pourrait être le cas dès l'année prochaine parce qu'il est à 91, Arnaud Démare. Donc il va peut-être dépasser les 100 victoires en carrière. Et pour un sprinter, quand vous êtes au-delà de 100 victoires en carrière, c'est... Voilà, vous avez atteint une sorte de Graal, un step. Et quand vous le faites, en plus, s'il le fait à 31 ou 32 ans, ça sera plus impressionnant. Moi, j'aimerais le revoir sur le Tour de France. Après, c'est pas forcément facile pour la Groupama FDJ, pour Marc Madiot, de dire sur le Tour de France, on va tout mettre pour un sprinter. Quand tu es une équipe française, c'est pas forcément facile. Mais c'est vrai qu'on sait ce qu'il vaut sur le Giro, on l'a vu sur le Giro. J'aimerais le voir sur le Tour de France. Ça dépendra également du parcours du Tour de France. C'est vrai qu'on connaît pour le moment le parcours du Tour d'Italie. Ça ne sera pas forcément facile pour un profil comme Arnaud Démare. On attend de voir ce que ça donnera également sur le Tour de France. Ça ne sera peut-être pas facile non plus parce qu'il faudra passer les premiers jours de course qui normalement devraient être costauds pour le prochain Tour de France. Mais voilà, la longévité d'Arnaud Démare, c'est un mec qui est toujours là, qui est toujours parmi le top 10 des meilleurs sprinters chaque année. Donc je voulais également souligner ça en mettant Arnaud Démare. Et pour moi, il fait une saison... Ah, vous allez me dire, c'est facile également parce que lui, il est leader, ce qui n'est pas le cas de Christophe Laporte. Ça joue également. Mais voilà, je trouve que autant Christophe Laporte, du côté des coureurs français, il a fait des très bonnes classiques, il a eu un énorme rôle d'équipier et quand il a joué sa carte, ça a été excellent. Mais Arnaud Démare sur les sprints, dans le secteur des sprints, je trouve a été meilleur que Christophe Laporte cette année aussi parce qu'on lui a donné plus souvent sa chance. On passe tout de suite au coureur classé en 6e position. Deuxième coureur un petit peu nouvelle tête, si on considère que Guilhermet pour certains a été une révélation, eh bien c'est Olaf Koy, et oui, Olaf Koy, l'un des coureurs le sprinter qui a le plus gagné cette année avec 15 victoires sur une saison, et c'était ça. Première saison chez les professionnels, première saison dans l'équipe 1 du côté de la Jumbo. On l'avait déjà connu l'année dernière sur la Crow Race, pour ceux qui s'en souviennent. C'est là où un petit peu on l'avait découvert avec les frères Van Dijk, également du côté de la Jumbo. Mais contrairement aux frères Van Dijk, lui, il a fait une sacrément bonne saison en 2022 avec, dans ses 15 victoires, on va quand même notifier qu'il y a le ZLM Tour qu'il a complètement dominé aux Pays-Bas, que vous avez eu la première étape du Tour de Pologne, que vous avez 2 étapes sur le Tour de Danemark, que vous avez également le Tour du Münster, que vous avez aussi la 5e place sur les championnats du monde espoir, sur un parcours qui n'était pas forcément facile avec une course qui a été plutôt débridée, 12e de Paris Tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre également à se mettre sous la dent? Vainqueur de la première étape du Tour de Hongrie, vainqueur également du Tour de la Sarthe, notamment de la 4e étape qui a été un petit peu scabreuse, mais aussi l'étape du côté de Lelude où on a eu un grand sprint
ce jour-là, devant notamment, je crois me rappeler, Mats Pedersen, et puis deuxième de la deuxième étape du Tirreno Adriatico, et troisième de l'étape 3 du côté de Terni, quatrième du côté du classement des sprinters sur cette course, et deuxième de la cinquième étape de l'UAE Tour. Pour un coureur qui fait sa première année chez les professionnels, c'est quand même sacrément costaud. C'est un sprinter, on va dire, à la Cavendish, c'est-à-dire que c'est un sprinter aux 200 mètres, donc c'est un 150-200 mètres. C'est un sprinter voilà, qui est très très fort dans cet exercice-là, c'est-à-dire que un peu comme Mark Cavendish, il arrive à trouver de la vivacité, il est très performant dans ce domaine-là. C'est un type de sprinter qu'on a déjà vu. Moi, ce qui m'a quand même impressionné, c'est le fait qu'il ait réussi à performer toute la saison. Bon, après, vous allez me dire, c'est facile quand il n'y a que 46 jours de course. Oui, mais il a que 20 ans également. Et donc, gagner 15 courses sur 46, sacrément costaud quand même, ou 14, parce qu'il y a peut-être la Crores, mais sur 46 jours de course seulement, sacré perf quand même. Alors certes, on pourrait relativiser aussi, c'est qu'il y a beaucoup de courses qu'il a remportées, ce n'était pas des sprints avec énormément de monde, mais il gagne quand même une étape sur le Tour de Pologne. Il gagne quand même une étape, sur le Tour du Danemark, il y avait du beau monde aussi, sur le Tour de Pologne également. Sur le Tour du Munster, il y avait du monde, alors même si c'était un sprint atypique. On sent qu'il est bon également sur les parcours scabreux, parce que Tour de Pologne, Tour du Munster, c'était des parcours scabreux, il a été bon. ZLM Tour, j'ai pas vu cette course. Sur le Tour de la Sarthe, il a été bon sur un circuit scabreux. Le dernier jour, la Chapelle Saint-Aubin, où il y avait des conditions de pluie absolument extrêmes. Et de toute manière, les circuits sur cette course étaient souvent assez merdiques, il faut aussi le signaler. Non, donc il a été très bon, et très bon sur des courses également d'importance aussi. Alors, vous allez me dire, je ne le mets qu'à cette place-là, mais parce que devant, on a du beau monde également, on a du très beau monde. Et vous allez me critiquer parce que je sais que certains vont dire « Oui, mais tu le mets derrière un autre coureur, révélation de la saison ». C'est un classement également subjectif, c'est mon avis personnel. Et je trouve que moi, il y a un autre coureur qui m'a plus impressionné que Olaf Koy cette année. Et on va passer tout de suite donc à la 5e place de ce classement. Deuxième coureur jeune, révélation de cette saison, enfin troisième si on prend en compte Guilhermet. Peut-être la nouvelle fierté de toute la Belgique après Remco Evenepoel, Arnaud Delis. Oui, Arnaud Delis. 5 mois de plus jeune que 6 mois même plus jeune que Olaf Koy. Sacrément impressionnant. Qui aurait dit quand même en début de saison que ça serait lui qui serait à 2 doigts de sauver la Lotto de la relégation? On n'y aurait peut-être pas pensé quand même. Impressionnant Arnaud Delis, il a battu des très bons sprinters et surtout, il m'a impressionné, c'est que il a une manière de sprinter que j'ai très rarement vue. C'est vraiment, c'est un sprinter long, Arnaud Delis. C'est un sprinter qui est capable de faire 300 mètres, 350 mètres de sprint. Olaf Koy, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un type de sprint qu'on a déjà vu. Arnaud Delis, beaucoup moins quand même. Déjà parce que c'est un sprinter qui mise sur la puissance et pas sur la vélocité, ce qui est plutôt rare sur les coureurs qu'on a tendance à avoir ces derniers temps, et surtout capable de tenir des très longues distances. Sur la Volta Limbourg classique notamment qu'il remporte, c'est un long sprint qu'il fait en bosse en plus. Au moins 350 mètres en faux plat montant, avec des pavés en plus, pour rajouter à tout. Moi je l'ai vu également après coup sur la Bretagne classique. Il fait que 4e, mais costaud aussi sur une course où il n'est pas forcément vraiment aidé. Ça a été un peu plus compliqué sur Paris-Bourges, mais il manquait de main-d'œuvre sur cette course-là. Il a collectionné les victoires, pourtant avec une équipe qui, en termes d'organisation, c'est pas parfait. Là, sur les sprints, ça leur a coûté également quelques victoires cette année.
Mais je trouve qu'il a fait vraiment du bon boulot. Quand vous voyez qu'il remporte une étape sur le Tour de Wallonie, c'est la Egmont Cycling Race où il gagne devant Arnaud Démare, et Arnaud Démare a dit qu'il avait été impressionné par Arnaud Delis. Bon bah voilà, il y a un moment, c'est une très grande saison qu'a fait le coureur belge. Alors dommage qu'on ne l'ait pas vu sur des plus grosses courses. C'est vrai qu'il a fait le calendrier belge, il ne s'est pas énormément exporté. Et ça, c'est peut-être ce qu'on pourrait reprocher. On pourrait reprocher également qu'il n'ait pas fait des courses par étape World Tour. Il n'a pas fait même beaucoup de courses par étape. Il a fait énormément de classiques cette saison. Mais je trouve qu'il a fait une belle année. Et puis le nombre de fois où il a gagné le sprint du peloton, où il a fini dans le top 3 du sprint de peloton, quand notamment sur la Polynormande, vous avez un groupe de devant. Là aussi, c'est vraiment une énorme saison qu'a réalisé le coureur belge. Alors, coureur belge qui était déjà pas mauvais chez les espoirs, hein, j'ai regardé, parce que savoir, je connais assez peu les calendriers, enfin, je regarde assez peu les courses espoirs, les courses juniors. Il avait été également bon dans ces courses-là, donc impressionnant. Arnaud Delis, qui a montré tout le talent et qui confirme le fait que maintenant les jeunes arrivent plus facilement. Il n'y a plus autant de soucis à passer de la catégorie espoir à la catégorie élite. C'est vrai qu'avant, les meilleurs coureurs espoirs ou les meilleurs coureurs juniors avaient beaucoup de mal à passer dans la catégorie élite. Et on voit que les clubs forment de mieux en mieux au monde professionnel. Et ça se voit notamment avec Arnaud Delis qui n'a eu aucun problème de passer des juniors, des espoirs à la catégorie élite. Dommage qu'on n'ait pas pu le voir également au championnat du monde pour voir un petit peu ce que ça aurait donné. Bon voilà, le problème c'est que la Lotto avait besoin de points à ce moment-là de la saison. C'était un choix de son équipe. Je pense que c'était pas foncièrement totalement un choix personnel, mais un coureur assez impressionnant, Arnaud Delis. On passe tout de suite au top 4. Dans ce top 4, on commence avec Fabio Jakobsen. Alors, Fabio Jakobsen, vous allez dire, il n'est que 4e de ce classement. Bien oui, mais alors, il y a encore 5-6 ans, quand on avait principalement des sprinteurs qui ne sprintaient que sur le plat, oui, il aurait été mieux classé. Sauf qu'on a tellement des spécimens quand même aujourd'hui dans le monde du cyclisme, surtout au niveau du sprint, qui sont polyvalents, que Fabio Jakobsen, à côté des coureurs qui seront devant au niveau du classement, je dirais pas que ça fait pas le figure, mais presque. Je lui reproche également son Tour de France. Une seule victoire d'étape. On aurait pu s'attendre à mieux. Je lui reproche aussi un peu sa deuxième partie de saison. Alors certes, il y a la victoire, il y a le titre de champion d'Europe, il y a le titre du Kampioenschap van Vlaanderen. On a vu sur des courses au rythme un peu plus élevé, sur des parcours un peu plus difficiles, c'est toujours pas ça. Le problème de Jakobsen, c'est qu'il est très bon sprinter, mais qu'il est que sprinter. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que sur les classiques, c'est pas ça. On s'aperçoit également qu'il n'arrive pas à passer un pont d'autoroute. C'est un peu le problème de Jakobsen. Il va falloir qu'il progresse en montagne. Une des clés de Jakobsen à l'avenir, c'est de progresser en montagne. Après, le problème de Jakobsen aussi, c'est qu'il a perdu 8 mois de carrière avec sa chute sur le Tour de Pologne. Il faut quand même pas le négliger que ça a eu des conséquences. On parle de la chute de Remco Evenepoel sur le Tour de Lombardie, il ne faut pas oublier la chute de Jakobsen qui lui a coûté un petit peu de temps de carrière. Je trouve qu'il est très bon quand ça ne court pas très vite, quand il n'y a pas trop de courses. Par contre, dès que la course s'anime un petit peu, il est un peu plus en difficulté. Il a aussi pas forcément été aidé non plus par la Quick Step qui n'a pas aussi bien emmené les sprints que les années précédentes. Je trouve que parfois du côté de la Quick Step, il y avait des erreurs, il y avait des fautes réalisées par le train, alors qu'avant cette équipe, c'était quand même the masterclass au niveau des trains. Il a peut-être subi également le coup de moins bien qu'a eu Morkov, notamment. Et puis, certes, il y a des victoires, ça c'est clair et net. Il y a 2 victoires sur le Tour de la Communauté de Valence, où il est impressionnant, 2 victoires sur le Tour de l'Algarve, Kurn-Bruxelles-Kurn, une victoire d'étape sur Paris-Nice à Orléans,
où il est vraiment beaucoup plus fort ce jour-là que Wout van Aert. 2 victoires sur le Tour de Hongrie, mais je trouve que sa saison estivale a été un peu moins bonne. Il fait un très gros début de saison. La saison estivale, ça a été un peu moins bien. Alors, c'est pas un échec monumental, là encore une fois, mais est-ce que s'il n'y avait pas eu Van Poppel, il aurait été champion d'Europe? Pas sûr. Van Poppel fait quand même peut-être 75 ou 80% du titre en l'emmenant parfaitement. Et puis, ouais, il y a eu des résultats peut-être une chouille moins bons. Alors, c'est pas une catastrophe, sinon je l'aurais pas mis quatrième non plus, Jakobsen. Mais pourquoi il n'est pas mieux que quatrième? Parce qu'il y a encore pas mal d'axes de travail pour moi, pour Fabio Jakobsen, pour la suite de sa carrière. On arrive tout de suite sur le podium. 3e position de ce classement. 3e place dans ce classement pour un Danois. Et oui, pour Mats Pedersen, le Danois, qui a été très bon. Alors, saison complète de la part de Mats Pedersen, avec une Vuelta, avec 3 victoires sur la Vuelta, également 4 deuxièmes places pour le coureur danois. Il a remporté également une victoire d'étape et 2 troisième places sur le Tour de France, 2e du championnat de Danemark sur la course sur route, vainqueur d'une étape sur le Tour de Belgique, et puis vainqueur de 2 étapes sur le Tour de la Sarthe, vainqueur également d'une étape sur Paris-Nice, vainqueur d'une étape sur l'étoile de Bessèges et du classement du maillot vert, 2e du Grand Prix cycliste de la Marseillaise. 82 jours de course, il est quasiment au maximum. Normalement, au World Tour, vous n'avez pas le droit de faire plus de 4, enfin c'est conseillé, mais on va dire c'est extrêmement conseillé de ne pas faire plus de 85 jours de course du côté des coureurs. C'est incroyable d'être 2e de son premier jour de course et 1er du dernier. C'est quand même assez rare. Enfin, 2e de son dernier jour de course plutôt. Ça a été l'homme des grands tours. Pour moi, ça a été un petit peu le joker sur les grands tours. Et il a été très, très performant tout le temps. Très bon sur les sprints en bosse. Là, il y a eu, ça a été ouais, c'était peut-être le seul qui pouvait battre Van Aert sur ce type de sprint-là. Mais également très bon sur les sprints, on va dire, plus classiques. Je pense que l'un des moments marquants de sa saison, c'est sa bagarre avec Brian Cocard sur l'étoile de Bessèges, où il y a eu vraiment on a eu vraiment 2 très belles passes d'armes entre les deux. Le Palestel, c'est également un bon moment. La Vuelta, il était impressionnant, mais il était seul au monde sur la Vuelta. Enfin, comme l'a dit Cocard, il nageait sur l'eau, enfin il marchait sur l'eau plutôt. Se nager sur l'eau, c'est aussi impressionnant. Du côté du Danois, il a été impressionnant. Et là aussi, on est sur un coureur quand même. Ça fait depuis quelques années qu'il est au top. Ce qui est peut-être même assez rare dans le cas de Mats Pedersen, c'est qu'on a l'impression que le titre de champion du monde a presque été un déclic pour la suite de sa carrière. Normalement, le titre de champion du monde, c'est presque un accomplissement. Et lui, ça n'a pas été un accomplissement, ça a été le début de quelque chose. C'est ça qui est surprenant avec Mats Pedersen. Alors oui, il n'a pas participé au championnat du monde, mais il était déjà à 82 jours de course aussi. Donc les championnats du monde, Australie, on peut comprendre que quand tu as été pendant de nombreux jours en dehors de ta maison, surtout qu'il a fait quand même 2 grands tours. 2 grands tours, on compte certes, vous pouvez rajouter 5 jours sur les grands tours. C'est 5 jours avant la course, vous êtes obligé d'être sur place. Donc c'est pas facile pour un coureur cycliste. Donc oui, il a envie également de profiter avec sa compagne. Donc c'est compréhensible il ait décidé d'arrêter sa saison. Et il a quand même couru 82 jours, quoi, hein. On parle quand même d'un mec qui a couru 82 jours. Mais c'est sa saison la plus prolifique, je pense, en termes de victoire presque, à Mats Pedersen. Et puis ouais, il a été excellent cette année. Pour tout vous dire, sur les grands tours, il m'a rappelé un petit peu Arnaud Démare en 2020, sur le Giro. Sur la Vuelta, il m'a rappelé le Arnaud Démare, sur des profils différents encore une fois, mais sur cette domination d'un coureur sur une course, pour moi ça valait vraiment du Arnaud Démare 2020. Donc vraiment,
Non, très belle saison de Mats Pedersen. J'ai hésité même à le mettre deuxième. J'ai hésité avec un autre coureur à le mettre deuxième, mais il lui a pas manqué grand-chose, vraiment, pour prendre la deuxième place par rapport à un autre coureur. Et donc, on grimpe d'une marche avec la deuxième place du podium. Deuxième place du podium, Jasper Philipsen. Et oui, ça s'est joué à pas grand-chose avec Pedersen, vraiment entre les deux. Mais Jasper Philipsen, il y a des belles victoires sur des classiques. C'est peut-être aussi parce qu'il a gagné Paris-Bourges, certains diront. Mais il a, je trouve, gagné des belles épreuves. Il a été performant sur le Tour. Sur le Tour, vraiment, il est aussi devant Pedersen, avec 2 victoires d'étape, notamment la victoire sur les Champs-Élysées, la victoire à Carcassonne. On se souvient tous de sa deuxième place à Calais, qui lui a valu énormément de moqueries. On en a eu 2 cette année, il y a eu Bettiol et lui. Et pourtant, le début de saison était pas sensationnel. Il fait un très gros UAE Tour, où là, j'avais même dit à la fin du UAE Tour, il n'y a que Jakobsen qui m'a fait une meilleure impression que lui sur la première partie de saison. Et puis sur Paris-Nice, c'est pas top sur Paris-Nice. Alors que pourtant, je m'attendais à avoir vraiment un match Philipsen-Jakobsen plutôt que Jakobsen-Van Aert sur cette course. Et puis, le Tour de Turquie, il y a des deuxièmes places, mais les deuxièmes places sur le Tour de Turquie, c'est pas des deuxièmes places sur un grand tour, quoi. On est quand même sur une course d'un niveau en dessous. Et puis, moi, il m'a rassuré, c'est quand j'ai regardé de loin le Tour de Belgique au niveau des résultats, et puis son début de Tour de France, je trouvais, est vraiment rassurant, notamment son sprint, enfin, notamment la performance à Calais, qui est très rassurante, et puis il remporte quand même 2 sprints en deuxième semaine de Grand Tour. Non, il a été peut-être moins prolifique que d'autres années, Philipsen, mais je l'ai trouvé plus impressionnant cette année. Et pour moi, voilà, il mérite sa deuxième place par rapport à Pedersen. Ça se joue à pas grand-chose, encore une fois, mais je trouve qu'il a été constant dans les résultats, qu'il a été impressionnant lorsqu'il gagne ses sprints, qu'il a peut-être battu les meilleurs aussi. Donc voilà, moi je trouve que c'est impressionnant de la part de Philipsen. Alors certains me diront, moi je vois plutôt Pedersen et Philipsen peut-être 4e ou 5e de leur classement, mais voilà, je sais pas, il y a peut-être un truc un peu surnaturel, pas logique, qui me dit que pour moi, oui, Philipsen mérite cette deuxième place. On passe tout de suite aux mentions honorables. Alors vous le savez, comme dans chaque vidéo, je donne un petit peu des mentions honorables, c'est-à-dire des coureurs qui ne pouvaient pas rentrer dans ce top 10 mais qui ont quand même fait des bonnes saisons. Je commence avec Caleb Ewan. Alors Caleb Ewan, c'est les grands tours qui font qu'il sort du top 10. Qui sort du top 10, il s'est raté sur les 2 grands tours. Voilà. C'est ce qui le fait sortir du top 10. Sinon, la saison, il gagne quand même le Grand Prix de Fourmies, deuxième du Kampioenschap van Vlaanderen, vainqueur d'une étape sur le Tour d'Allemagne, vainqueur de 2 étapes sur le Tour de Turquie, une étape sur Tirreno, une étape sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var, une étape également sur le Saudi Tour, mais il se rate sur les 2 grands tours. La chute sur le Tour d'Italie lui coûte cher. Alors certes, il y a une deuxième place à Scalea, mais très clairement, est-ce qu'on n'aurait pas dû l'arrêter dès la chute ? C'est une question qu'on peut se poser. Et puis, le Tour de France, ça a été la croix et la bannière, quoi. Il n'était pas en forme. Son meilleur résultat, c'est une 8e place sur les Champs-Élysées, mais il n'a jamais été performant à ce moment-là de la saison, parce que je pense qu'il n'était pas en condition d'être performant sur le Tour de France. On lui a mis ça dans le calendrier, mais parce que tout simplement, c'était le seul coureur qui potentiellement pouvait apporter des points à cette équipe, avec Stef Kras sur les grands tours. Donc à partir de ce moment-là, on a dû le mettre sur le Tour de France. Et ça n'a pas vraiment marché. Alors après, voilà, il gagne des points en fin de saison. Mais c'est vrai que le fait qu'il ait fait une saison pas aussi bonne que les années précédentes, ça coûte cher à la loto. Après, en même temps, il a fait le maximum qu'il pouvait, je pense. Il y a eu une programmation de saison qui n'a pas été optimum, je pense, pour lui.
Mais pour moi, c'est les grands tours qui font qu'il sorte du top 10. Si c'était pas raté sur les grands tours, même s'il fait que des podiums, je l'aurais mis un peu plus devant. Mais le fait qu'il ait raté le Tour de France, le fait que sur le Tour d'Italie, ça n'ait pas été si fantastique que ça, c'est pour ça qu'il est en dehors de ce classement. Caden Grove, bah, il en manque encore un peu pour Caden Grove. Il en manque encore un peu, c'est un bon coureur. Ça fait partie de la nouvelle génération des sprinters, 23 ans, Caden Grove. Mais il en manque encore un petit peu. Alors, pas toujours bien aidé aussi par son équipe. Il a gagné des beaux sprints, notamment sur la Vuelta, sur le Tour de Catalogne aussi en passant. Mais il en manque encore une chouille pour le mettre parmi l'élite du cyclisme, notamment sur le Tour de Pologne. Il se rate un peu sur le Tour de Pologne, notamment sur le Tour de Turquie où bon, il y a quand même pas que des bons résultats. Il gagne certes une étape, mais c'est pas non plus parfait sur cette course. Donc voilà, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon du côté de Caden Grove, mais en même temps, bon, bah, ça reste un jeune coureur. Alors certes, qui est depuis de nombreuses années chez Mitchelton, qui rejoint l'année prochaine Alpecin. Je pense que c'est peut-être pas mal pour lui de changer d'équipe, de changer d'air, de quitter un petit peu ce cocon australien pour rejoindre la Belgique. Surtout qu'Alpecin est quand même une belle formation qui sait emmener les sprints. Donc ça peut être intéressant pour Caden Grove, qui remplacera poste pour poste, on va dire, Tim Merlier. Mark Cavendish, autre mention honorable. Il fait pas une saison catastrophique, Mark Cavendish. Par contre, on a bien compris qu'il voulait plus prendre de risques sur les sprints. Ça a été un petit peu la particularité de Mark Cavendish, c'est que tous les sprints scabreux, il a été nulle part. Tous les sprints scabreux, je pense à Tirreno Adriatico, je pense certains sprints du Giro, autour de la Sarthe aussi, où les sprints étaient scabreux, il n'était pas là. Par contre, quand c'était des sprints propres, on va dire, que l'arrivée était propre, il est présent, notamment Tour de Man, il gagne une étape. UAE Tour, il gagne une étape. Je pense notamment à Milan-Turin, impressionnant son sprint à Milan-Turin. Balaton-sur-Aide, qui est un sprint assez linéaire, impressionnant aussi. Mais sur les sprints un peu plus techniques, ça a été difficile. Par contre, ça reste un très bon coureur, champion également de Grande-Bretagne dans des conditions climatiques qui étaient vraiment difficiles. Fin de saison où il a peu couru, et parce que aussi, bon, il quittait Quick-Step. Donc on savait qu'il allait quitter Quick-Step. Normalement, il repart pour une saison. Il semblerait qu'il repartirait avec l'équipe de Jérôme Pinault avec une saison, ou 2 saisons plus une en option d'achat. Je sais plus. Il y a un contrat assez particulier, mais on aura peut-être la confirmation là-dessus parce que pour l'instant, on n'a toujours pas eu de confirmation avec Jérôme Pinault. Mais à 37 ans, il n'a pas fait une saison catastrophique. C'est pas la pire saison de sa carrière, très clairement, à Cavendish, mais c'est pas la meilleure, donc c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de ce top 10. Tim Merlier. Déjà la Vuelta catastrophique. Catastrophique, ça n'a pas été bon. Et puis une programmation de saison étonnante. Alors j'ai l'impression presque Alpecin, il a dû dire assez vite à Alpecin qu'il n'allait pas renouveler. J'ai l'impression que assez vite Alpecin lui a fait payer un petit peu le non-renouvellement parce que on sent bien que on a donné la priorité à d'autres coureurs. On aurait pu l'emmener sur le Giro, par exemple, parce qu'il fait un gros début de saison, Coco. Notamment victoire sur une étape de Tirreno Adriatico, victoire sur Nocoro Corseux, victoire au De Pantour. Nocoro Corseux, il est impressionnant même. Son sprint sur cette course. Et puis, non, en 6ème de Ganvé-Gelgem, 9ème Michel Desprage. Et puis après, il fait pas le Giro. On le voit quasiment pas entre avril et juin. Il court pas dans cette période-là. On le revoit à la Bruxelles Cycling Classic et ensuite ses résultats ont été moins bons, mais parce qu'il courait après le temps presque d'une période de pause assez importante. 3ème des championnats d'Europe. Ensuite, au mois d'août,
mais il n'a pas vraiment converti ça en résultat sur la Vuelta derrière, où ça a été compliqué, je trouve, sa Vuelta. Fin de saison, il remporte quand même son dernier jour de course au Mémorial Rick van Sternbergen. Bon, voilà, l'année prochaine, il sera chez Quick-Step. On verra ce que ça donnera chez Quick-Step. Avec une équipe quand même Quick-Step qui ne fait pas seulement du sprint désormais. Hein. On joue également le classement de la montagne. Il n'aura pas la priorité par rapport à Remco Evenepoel. Donc on verra quel grand tour il fera l'année prochaine. Mais ça serait important qu'il se relance un petit peu, Tim Merlier, parce que cette année, ça n'a pas été une saison fantastique. Après, c'est quand même un mec qui a 10 ans de carrière là aussi. Hein. J'ai plus de 10 ans de carrière chez les professionnels. Il a commencé dans l'équipe continentale de la Sunweb Revoir. Et puis ensuite, il a roulé dans beaucoup d'équipes continentales. Et là, c'est la première fois qu'il va être en World Tour dans sa carrière, parce qu'il a fait beaucoup d'équipes continentales et de deuxième division. Et là, c'est la première fois qu'il sera dans une équipe de première division. Et puis je termine avec Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, je ne l'ai pas mis dans le top 10 pour une raison extrêmement simple. C'est plus un sprinter. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as mis Guermeil, t'as mis Laporte, qui sont pas des purs sprinters. Oui, mais sprint encore. Le problème de Van Der Poel, c'est que, on l'a bien vu sur les Giro, mais même sur d'autres courses après, il fait plus de sprint massif, Van Der Poel. Pourquoi je ne mets pas dans le top 10 ? C'est parce que pour moi, il fait plus de sprint massif. Alors parce que peut-être qu'il a peur, peut-être pour d'autres raisons, mais pour moi, il fait surtout des attaques, il part de loin, c'est un attaquant. Mais pour moi, c'est plus un sprinter. Enfin, c'est plus un mec qui fait des sprints. Voilà. Alors oui, en fin de saison, il a gagné des courses belges, notamment le Grand Prix de Wallonie. Il fait troisième des championnats du monde de gravel. Absence du côté des championnats du monde, on connaît la raison. On connaît la raison. Là, il y a eu jugement pour Van Der Poel, qui n'était pas en faveur de Van Der Poel. Il a fait appel. Mais oui, ça n'a pas été si incroyable que ça, quoi, pour Mathieu Van Der Poel. Il y a une victoire sur le Tour des Flandres, mais c'est une victoire en costaud. En fait, pourquoi je ne le mets pas, c'est que pour moi, il n'a pas fait de sprint massif. Et on le voit sur le Tour d'Italie, il n'a fait aucun sprint massif. Donc pour moi, c'est plus un sprinter. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le top 10 des sprinters. Et puis, je termine avec le winner. Et le winner, c'est le prochain dans cette vidéo, le numéro 1 de ce classement. Attaque de Marlou. Et il veut passer à la télé, celui-là. Roulement de tambour, number 1, Wout van Aert. Compliqué de dire que le meilleur sprinter de l'année, c'est pas Wout van Aert, quoi. À part si on considère que les sprinters ne doivent faire que des sprints sur le plat. C'est sûr que dans ce cas-là, Jacobsen ou Olaf Koy ou Arnaud Delis même. Mais bon, parmi les sprinters, parmi les coureurs rapides, je pense que celui qui a fait la meilleure saison, c'est Van Aert. Déjà parce que super Tour de France, en tant qu'équipier, mais également il remporte quand même, je rappelle, 2 sprints. Il remporte également une étape à Rocamadour, parce qu'à Lausanne, ça ressemble quand même à un sprint. 2 deuxième place également sur des étapes de sprint, même s'il y en a un où il aurait pu être déclassé. Sur le Dauphiné, il remporte également 2 victoires d'étape. Il remporte également le Grand Prix E3, 2e de Paris-Roubaix, 3e de Liège-Bastogne-Liège. Vainqueur également de plusieurs contre-la-montre cette saison, notamment celui de Paris-Nice, mais également celui du Tour de France à Rocamadour cette année, vainqueur de la Bretagne Classique, vainqueur également de Umloot et Nieuwsblad en tout début de saison. Bon, voilà. Pour un mec qui n'a que 48 jours de course dans les pattes, parce que c'est un peu la logique de la Jumbo, c'est moins on court, mieux c'est. Il a été impressionnant, Wout van Aert cette année.
Enfin voilà, pour moi c'est le coureur le plus rapide. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher à Wout van Aert, c'est d'avoir gagné aucun monument cette année. Parce que c'est vrai que Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Milan-San Remo, alors il y en a quand même un où il n'a pas pu, un où il n'a pas pu venir. Un où il n'a pas pu venir. Mais c'est le seul truc qu'on peut lui reprocher. Mais en même temps, Milan-San Remo, il a tellement la pancarte maintenant sur cette épreuve que c'est compliqué pour lui d'aller chercher la gagne. Mais à part ça, il fait une énorme saison. En tant qu'équipier, en tant que leader, il a quand même rarement eu entièrement un train de 7 mecs à son service. Donc gagner des courses de cette manière, en n'ayant pas de train, enfin moi je trouve que c'est du solide, Van Aert. Voilà. Moi j'ai été impressionné par le coureur belge cette saison, qui je trouve a été très très bon pendant l'année. Voilà, tout simplement. Mais c'est peut-être aussi parce que il n'a pas fait 150 000 cyclocross dans l'année et qu'il a arrêté les cyclocross en décembre. Oui, non, il en a fait quelques-uns en janvier, pardon. Mais il n'a pas fait. Non, il les a arrêtés ça, c'était 21, 22. Non, il en a fait quelques-uns en janvier, pardon. Mais il n'a pas fait 150 cross, quoi, sur la saison. Donc ça a aussi changé un petit peu la donne pour lui. Et il a fait une énorme saison. Voilà. Chapeau, monsieur Van Aert. On vous retrouvera l'année prochaine. Je pense que ça va être du solide encore l'année prochaine pour Wout van Aert. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!